Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est donc avec le même plaisir et le même envie, la même joie, le même bonheur que je vous retrouve en ces 28e jours du mois d'avril. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je m'en vais vous présenter le principal titre. De plus haut cadre du pays se sont réunis à Kinshasa à l'occasion de la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Vous aurez les détails dans ce journal. Et puis, alors que le conclave chargé de désigner le successeur du pape François débutera le mercredi 7 mai prochain au Vatican, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, figure parmi le possible successeur. A-t-il le chance de recueillir de bois? Tentative de réponse dans ce journal. Et puis le programme Simandou 2024 en Guinée entre dans sa dernière phase de validation. L'entrée en production est attendue pour fin 2025. Je viens de l'annoncer tantôt, le conclave chargé de désigner le successeur du pape François débutera le mercredi 7 mai, annonce le Vatican. Après une messe solennelle dans la basilique Saint-Pierre ce jour-là, les 135 cardinaux appelés au vote se réuniront dans la chapelle Sixtine pour choisir un nouveau souverain pontife. Parmi le possible successeur du défunt pape figure l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo. A-t-il le chance de recueillir la majorité des voix de ses homologues venus de 4 coins du monde? Patrick Ulunga nous en dit plus. Il n'a peut-être pas l'aura et l'expérience de Laurent Monsengo, mais Fridolin Ambongo est cité parmi les cardinaux susceptibles de prétendre de succéder au pape François, étant donné qu'il fait partie des membres du collège des cardinaux électeurs. Parmi les potentiels successeurs du défunt pape, 54 sont d'origine européenne, 24 viennent d'Asie, 22 d'Amérique centrale, 17 d'Afrique, 16 d'Amérique du Nord et 4 d'Océanie. Autant dire que recueillir le 2/3 des voix de ses pairs peut relever d'un improbable clin d'œil du destin. Fridolin Ambongo peut-il prétendre bénéficier de la fumée blanche à l'issue du conclave et être ainsi le premier pape d'origine africaine? En principe, la question ne répond pas à des considérations géographiques, ethniques ou raciales. L'Église catholique est une puissante institution riche d'1,4 milliard de fidèles. L'histoire de l'Église catholique renseigne que l'Europe a donné l'essentiel des papes ces dernières années. Pour cette année encore, le cardinal italien Pietro Parolin, conseiller du pape François, est cité parmi les favoris. Plusieurs autres cardinaux sont pressentis, notamment le cardinal Luis Antonio Tagle, originaire des Philippines. Mais après que l'Amérique latine ait son pape, le continent africain pourrait créer la surprise. L'Afrique continue d'ajouter des millions de membres de l'Église catholique et la RDC est l'un des moteurs de cette croissance. Cependant, même si le prochain souverain pontife devrait venir du continent noir, cela ne serait pas forcément la personne du cardinal Ambongo. Plusieurs autres candidats pourraient faire de l'ombre à l'archevêque de Kinshasa. Dans la course, l'on cite le Ghanéen Peter Appiah ou le Guinéen Robert Sarah. Si Ambongo et Robert Sarah s'inscrivent dans le courant ultra-conservateur rejetant l'homosexualité, le cardinal ghanéen Peter Appiah estime pour sa part que le lien entre personnes de même sexe ne devrait pas être considéré comme un délit. Une vision progressiste, semblable à celle du pape François et qui ne devrait peut-être pas laisser indifférents les 135 cardinaux électeurs, dont 80% ont été nommés par le défunt pape. On va quitter le Vatican à présent, alors que les initiatives diplomatiques avancent, faisant naître l'espoir d'une paix imminente à l'est de la République démocratique du Congo. Sur le terrain, dans le Kivu, les combats sont toujours enregistrés. Un paradoxe difficile à comprendre à partir du moment où aussi le M23, l'armée congolaise et le Rwanda se sont engagés à cesser le feu. Comment
comment comprendre cette réalité contradictoire, nous avons posé la question à Nikez Kibelbel, l'expert en questions militaires, qui a répondu aux questions, qui a répondu donc à Patrick Ilunga. Suivez. Oui, effectivement, il y a des escarmouches, des affrontements entre... Oui, effectivement, il y a des escarmouches, des affrontements entre le M23 et les Ouazalendo. Il faut bien préciser, ce n'est pas entre les M23 et les FARDC. C'est entre les M23 et les Ouazalendo. Mais ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer pourquoi? Parce que les Ouazalendo sont des autochtones des localités conquises par le M23 RDF. Et qu'eux ne peuvent pas reculer, ne peuvent pas, par exemple, ils ne peuvent pas quitter Calais au sud Kivu pour aller s'installer à Béni. C'est des fils du pays, des autochtones, qui vivent des champs, qui vivent de l'agriculture, qui vivent de tout et qui protègent leur population. Donc, lorsque l'M23, l'ennemi, occupe les terrains ou les localités, eux vont dans des montagnes ou dans des plaines, se cachent pour revenir le lendemain. Donc, ces affrontements-là peuvent être compréhensibles, mais le vrai problème, comme nous avons dit, l'accord de cessez-le-feu n'a pas encore été signé, c'est-à-dire il n'y a pas encore d'engagement entre les parties au conflit. Il n'y a pas encore de garde-fous, il n'y a pas encore un programme ou un programme, effectivement, un calendrier pour les étapes suivantes. Parce que n'oubliez pas que la SADC avait négocié un accord qui demandait par la réhabilitation, la réparation et réhabilitation de l'aéroport de Goma. Donc ça, c'est un grand accord qu'il faut aussi mettre en application. Donc, on est encore au niveau d'observation, si je peux ainsi m'expliquer. C'est donc avec cet élément de l'expert en question militaire Nikez Kibel que nous recevrons sur ce plateau José Junior Owawa, journaliste à Géopolis Forum, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Blaise, bonsoir aux téléspectateurs de Géopolis Télévision. Alors avec vous, nous allons parler sur cette question diplomatique et on va revenir justement sur la déclaration de principe qui a eu lieu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'était vendredi dernier à Washington. Quels sont les enjeux géopolitiques de cette déclaration? Voilà, c'est une déclaration, on ne peut plus, on peut dire d'une manière générale, c'est une déclaration historique. Parce que la RDC, pour la première fois, veut signer un accord de coopération avec les États-Unis, avec lequel le pays s'engage à pouvoir négocier sur le plan de la sécurité pour renforcer son système sécuritaire. Et en échange, le pays met à la disposition des Américains le gisement que nous avons à travers le pays de minerais où les Américains doivent investir justement pour obtenir des bénéfices dans ces secteurs-là. Alors, il concerne principalement le gisement on parle de minerais stratégiques, par exemple comme le lithium, comme le gallium, comme le cobalt, comme tout ce que vous connaissez comme des minerais stratégiques qui contribuent justement à la transition énergétique de la planète pour la fabrication, par exemple, de batteries électriques pour nos téléphones, des smartphones, nos ordinateurs et de voitures électriques. Donc, vous voyez que le sous-sol qui constitue un élément essentiel de la géopolitique mondiale est en train de maintenant de contribuer à pouvoir obtenir la stabilité du pays à travers ce que nous avons dans notre sous-sol. Déjà que le sous-sol de notre pays a été toujours présenté comme l'élément déclencheur de tout ce que nous avons comme l'instabilité à travers le pays avec les agressions, notamment du Rwanda et d'autres pays voisins et les rébellions qui se sont succédées dans la partie orientale du pays. Alors certaines personnes parleraient d'un bradage du régime actuel, un bradage de souveraineté. Comment comprenez-vous cette perspective d'idée?
Bon, voilà, c'est une perspective. Bon, nous sommes en démocratie. Vous voyez que chacun y va avec son analyse, mais ce qui peut être compris de manière globale ici, parce que nous sommes dans une situation où la RDC, qui dispose de gisements, qui dispose d'énormes ressources naturelles, qui a besoin de partenaires. Aujourd'hui, les pays, la valeur commerciale, les échanges commerciaux, je veux dire, les exportations de la RDC vers la Chine, par exemple, qui est le premier partenaire commercial de la RDC, se situe autour de plus de 5 milliards de dollars américains. À contrario, avec les Américains, nous sommes autour de 300 millions de dollars. Vous voyez que l'écart, Il y a un écart. il y a un écart terrible qui fait qu'aujourd'hui, le pays est dépendant de la Chine qui, en revanche, le pays, nous n'importons qu'autour de 250 millions de dollars. C'est-à-dire que c'est cet écart-là, cet écart-là que le pays voudrait justement, avec la situation sécuritaire qui est devenue un peu intenable dans la partie orientale, que les autorités ont réfléchi, parce que le chef de l'État a toujours dit que c'est justement parce que la RDC dispose de ce que nous avons aujourd'hui comme ressources naturelles, elle fait l'objet des attaques, elle fait l'objet de tout ce que nous avons comme les entreprises belliqueuses de ce voisin, des entités étrangères, dont les multinationales, pour sa déstabilisation. Mais aujourd'hui, on veut tout simplement mettre à contribution cette situation pour faire que les choses puissent marcher. On ne peut pas parler de bradage de ressources naturelles, d'autant plus que la RDC travaille déjà avec de partenaires comme j'ai cité la Chine, et dont les pays aujourd'hui échangent à la hauteur que je venais de citer, et que vous avez à contrario avec les Américains, vous avez la situation que vous avez aujourd'hui. Les pays, la RDC exporte par exemple aujourd'hui vers les États-Unis comme les cobaltes, et les RDC exploitent le cuivre, pour une valeur nette d'autour de 300 millions de dollars. Mais aujourd'hui, que nous avons des capacités de dépasser ces niveaux d'exportation, et pourquoi pas d'importation? Parce que la RDC a besoin de technologie pour son développement, la RDC a besoin de la transformation locale de ces minéraux pour une valeur ajoutée, comme on l'a toujours dit. Et déjà qu'on dispose aujourd'hui d'un laboratoire dernier cri, que vous avez par exemple avec le CEC, qui a un laboratoire de Moussompo, qui vous permet aujourd'hui de déterminer les produits majeurs et les produits accompagnateurs. Aujourd'hui, les lithium, les gallium, tout ce qu'il y a comme les métaux précieux, qui sont des produits accompagnateurs qui accompagnent les grosses exportations, les produits miniers marchands que nous avons. Et aujourd'hui, on dit, avec ce deal-là avec les Américains, avec les capacités techniques que le pays est en train de mettre en place, nous pouvons finalement capitaliser pour justement avoir ce que nous avons. Ce n'est pas de l'accaparement des ressources naturelles de la RDC, c'est justement que le pays met un profit ce qu'il a comme atout. Parce que sur le plan militaire, on a montré par moments qu'il y avait certains soucis qu'il fallait corriger, mais que vous avez un partenaire qui dispose de technologies de pointe dans ces secteurs-là, et qu'en contrepartie, ce pays a besoin de vos ressources. Je pense que c'est une bonne opportunité. Il suffit seulement de savoir comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Dernière question, pourquoi devrons-nous considérer cet accord comme une opportunité pour mettre fin à la guerre de la République démocratique du Congo? En 30 secondes. Non, c'est ce qui s'est dit vraiment dans l'opinion. La classe politique réagit généralement dans ce sens-là pour dire que c'est une opportunité historique, mais nous, en tant qu'analystes, nous devons être plutôt prudents. Parce que c'est un accord qui a été signé. Vous voyez, il y a beaucoup d'engagements. On parle de la coopération entre les pays de la sous-région, particulièrement la RDC et le Rwanda. Vous savez, la coopération, par exemple, la mine de Rubaya, qui représente autour de 20 à 30% de réserve mondiale de coltan, dont on ne peut pas exporter de Rubaya vers Kinshasa. On ne peut pas exporter, mais c'est difficilement exportable de Rubaya jusqu'à Kinshasa. Mais vous avez les pays de transit comme le Rwanda, qui était devenu en 2024 déjà le premier produit exportateur avec plus de 2000 tonnes de coltan contre 1900 tonnes de coltan contre la RDC, qui est pourtant le premier producteur. Donc on a pensé que avec cette configuration, le pays a besoin des partenaires, a besoin de voisins qui coopèrent justement. Si on peut exploiter même à travers les Américains, vous ne pouvez pas passer par les sols rwandais s'il n'y a pas de bonnes relations diplomatiques. C'est de ça qu'on parle, cette coopération de manière générale. Je ne crois pas que ça soit forcément pris comme une façon de brader les ressources. Donc ce n'est pas être trop optimiste, mais il faut être pondéré, il faut être mesuré, mais il faut plutôt croire que c'est une opportunité que la RDC peut exploiter. Ça dépend de comment est-ce que nos délégués vont devoir négocier à ce niveau sur place. José Junior, nous vous disons merci pour votre intervention. Merci beaucoup Blaise, merci beaucoup à Géopolis, aux téléspectateurs de Géopolis Télévision.
Voilà. Dans un contexte plus juridique, le secrétaire permanent et porte-parole du PALU, parti lumumbiste unifié, Célestin Ngoma Machichi, est poursuivi et jugé par le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Gombe pour trahison et participation au mouvement insurrectionnel. Le ministère public lui reproche d'être de mèche avec le groupe terroriste AFC M23 et RDF dans le but de renverser le pouvoir de Kinshasa. Suivez. Le tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Gombe a ouvert vendredi à Kinshasa dans la prison militaire d'Indolo les procès sur l'affaire opposant l'auditeur militaire des garnisons au ministère public au prévenu Célestin Ngoma Machichi. Ce dernier est originaire de la province du Kwilu, licencié en droit à l'université de Kinshasa depuis 2006. Le prévenu Célestin Ngoma est secrétaire permanent et porte-parole du parti politique PALU. Il est poursuivi et jugé pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. À en croire les libellés des préventions dont la lecture a été faite par le major président Freddy, président de la composition, l'organe accusateur reproche de l'infraction des trahisons aux prévenus en ces temps de guerre face aux forces terroristes AFC M23 RDF, de s'être rendu coupable en créant la cellule stratégique de la révolution de manière à créer les conditions de l'accueil triomphant de la révolution dans la partie ouest du pays. C'est d'autant d'un livre vert comme outil de propagande et d'idéologie pour le ministère public. Les secrétaires permanents et porte-parole du PALU avaient au courant de la période allant du mois de février 2024 au mois de mars 2025, période non encore couverte par les délais légaux des prescriptions de l'action publique entretenue des intelligences avec les 10 mouvements, leur livrant des informations et stratégiques dans le but de conduire à la déstabilisation de la partie ouest du pays. Dans ces stratégies, poursuit l'organe de la loi, les assaillants avaient arrêté la conquête de provinces telles que Chikapa, Kasaï, l'ex-Bandundu, la province de l'Équateur, la ville de Kinshasa et la province du Congo central et par conséquent procéder au renversement des institutions légales établies en RDC. Pour cette prévention des trahisons, les prévenus courent la peine de mort, lui a rappelé le juge président. En outre, l'organe poursuivant a soutenu que le prévenu nommé Ngoma Machichi, étant l'un des acteurs majeurs à Kinshasa, a participé au mouvement insurrectionnel AFC M23-RDF en assumant la communication des insurgés, notamment Yannick Bissola, Jerry Lumbala, tous cadres de l'alliance AFC M23 d'une part, et Papi Mpungu, collaborateur proche du président honoraire Joseph Kabila, d'autre part, en assurant le double contact permanent. Les prévenus encourent la peine de 20 ans de servitude pénale principale pour cette deuxième prévention. Cette cause, il faut le rappeler, est renvoyée au mercredi 30 avril 2024. Diplomatie parlementaire. À présent, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, porte haut la voix de la République démocratique du Congo sur la crise dans l'est du pays à la 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'association de Sénat, SORA et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe en sigle du monde arabe, Araba au Maroc. Le speaker du Parlement a sollicité l'implication des pays de la CEDEAO dans la résolution de la situation humanitaire très dramatique causée par l'agression rwandaise sous couvert de ses supplétifs du M23. Le détail avec Théodore Ngandou. Organisé le 28 et 29 avril 2025, ce forum de haut niveau est axé sur les thèmes, les dialogues internationaux et continentaux dans le pays du Sud comme levier fondamental pour faire face aux nouveaux défis de la coopération internationale et parvenir à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement commun. Dans un monde en mutation rapide, certains pays du Sud, dont la RDC, font face à des défis croissants en matière de sécurité, de stabilité politique et de développement socio-économique. La CECA doit donc jouer un rôle clé dans la promotion du dialogue basé sur le respect des engagements par les parties prenantes, a lancé le président du Sénat congolais, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, à ce forum international qui a réuni plus de 30 présidents des Sénats des différents pays et nombreux chefs de délégations diplomatiques et représentants de différentes organisations internationales. Mon pays vit une situation humanitaire indescriptible.
avec plus de 4 millions de déplacés, et qui ne peut laisser, bien sûr, indifférent la communauté internationale, et en particulier l'ACK, notre organisation. Jean-Michel Samuel Condé a par ailleurs sollicité l'implication de l'ACK face à la situation humanitaire indescriptible que vit la partie est de la RDC malgré plusieurs processus pour la paix initiés, notamment celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature de la déclaration des principes pour la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Face à cette situation, plusieurs processus, nous saluons, ont été initiés. Entre autres, celui de Nairobi, de Luanda, de Doha et de Washington, avec la signature le 25 avril de cette année de la déclaration de principe pour la paix en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Le speaker de la Chambre haute du Parlement de la RDC a sollicité aussi l'appui de tout le pays membre de l'association des Sénats, Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe afin d'emboîter les pas aux autres pays du monde et à l'ONU en vue d'inciter le pays agresseur que le Rwanda à respecter les résolutions prises visant la cessation des hostilités et la promotion des initiatives de paix durable. Signalons que les travaux de cette 3e édition du Forum du dialogue parlementaire Sud-Sud de l'ACK prennent fin mardi 29 avril 2025. Et on va parler santé à présent. Santé au travail oblige à l'occasion de la 23e journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail, placée sous le terme national prévention de face au défi de la transformation numérique et à la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle en RDC. Les plus hautes autorités du pays se sont réunies ce jour à Kinshasa pour réfléchir aux enjeux cruciaux de la sécurité au travail dans un contexte de mutation technologique. Nous y reviendrons avec force et détail dans nos prochaines éditions. Et toujours à l'occasion de cette journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail qui est célébrée le 28 avril de chaque année, c'est une date qui marque également la journée internationale de commémoration des travailleurs et travailleuses morts ou blessés au travail, instaurée par l'Organisation internationale du travail depuis 2003. Cette journée vise à promouvoir la prévention des accidents et maladies professionnelles partout dans le monde. Rosie Chioyo. Célébrée le 28 avril, la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail promeut la prévention des accidents et maladies professionnelles dans le monde entier. Le 28 avril marque également la Journée internationale des commémorations des travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail, célébrée à l'échelle mondiale depuis 1996 à l'initiative du mouvement syndical. En 2003, le mouvement syndical a invité l'Organisation internationale du travail à prendre part à la campagne du 28 avril. En reconnaissant le 28 avril comme une journée de commémoration et de célébration, nous honorons les travailleurs blessés et décédés tout en célébrant les possibilités de prévention et de réduction de ces cas de blessures et de décès. Depuis 2003, l'OIT commémore la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail le 28 avril en s'appuyant sur ses atouts traditionnels, à savoir les tripartismes et les dialogues sociaux. De nombreuses personnes meurent de suite d'accidents du travail ou des maladies professionnelles chaque jour, pour un total de plus de 2,78 millions de décès par an. En outre, il y a chaque année quelques 374 millions d'accidents du travail non mortels qui entraînent une absence du travail, selon l'Organisation internationale du travail. Le 28 avril offre l'occasion d'attirer l'attention de l'opinion internationale sur les questions de sécurité et de santé professionnelle parmi les syndicats, les organisations patronales et les représentants du gouvernement. L'OIT reconnaît la responsabilité partagée des principales parties prenantes et elle les encourage à promouvoir une culture préventive de sécurité et de santé afin de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités en matière de prévention des décès, des blessures et des maladies survenant sur les lieux de travail en permettant à leurs employés de rentrer chez eux en toute sécurité lorsque leur journée de travail s'achève.
Et puis la réunion hebdomadaire sur la situation épidémiologique et humanitaire de la semaine 16 était tenue ce lundi 28 avril à Kinshasa. Parmi les points qui ont été abordés, il y a notamment le point sur la situation de l'épidémie Mpox qui a connu une augmentation par rapport à la semaine passée qui se justifie par une augmentation du nombre de cas dans la province du Sankourou. Patience Lokeke. La situation épidémiologique sous l'Mpox, considérée comme une urgence mondiale, a été l'un des points saillants de la réunion hebdomadaire de ce lundi 28 avril sur la situation humanitaire et sanitaire en RDC. Concernant la situation de Mpox, l'on note une augmentation de 6640 cas suspects et 6 décès, alors que la semaine passée, le chiffre a été autour de 4444 cas et 5 décès. Parmi les causes de cette augmentation, il y a notamment la hausse des nombres de cas dans certaines provinces, notamment celle du Sankourou. Cette situation d'augmentation, il y a eu des hypothèses, en le sens qu'avec peut-être le déploiement des équipes d'intervention rapide, et on a noté aussi particulièrement la province du Sankourou, qui a eu à notifier vraiment le grand nombre de cas à la semaine 16, et ça serait une hypothèse qui expliquerait cette augmentation de façon générale au niveau du pays, du nombre de cas au cours de la semaine 16. L'acquisition des doses de vaccins et la vaccination ciblée dans 5 zones de santé de Kinshasa sont déjà effectives et bientôt la vaccination sera effective à l'intérieur du pays. Nous devons déployer d'ici là dans les provinces hotspots, mais notons qu'à Kinshasa, la vaccination continue dans 5 zones de santé et nous prévoyons l'étendre au nord-sud Kivu, à la Tchopo, à l'Équateur, et les préparatifs pour déployer les vaccins. Il y a aussi les contacts avec l'équipe du Japon pour recevoir d'ici mi-mai la première allocation. De presse dont une copie est parvenue à Géopolis Télévision, la découverte de 11 717 opérateurs économiques actifs mais qui ne payent pas leurs impôts et taxes identifiés à l'issue d'un travail de fiabilisation du répertoire fiscal. Les 10 opérateurs sont invités à se présenter à l'administration fiscale avant le 5 mai 2025 pour procéder à la régularisation de leur situation. En cas de refus d'obtempérer, ils subiront les sanctions prévues par la loi. De plus amples détails avec Dieudonné Boilali. Le gouvernement congolais accentue la lutte contre l'évasion et l'incivisme fiscal afin de maximiser les recettes publiques. En effet, le ministère des Finances a annoncé dans un communiqué de presse, dont une copie est parvenue à Géopolis Télévision, la découverte de 11 717 opérateurs économiques actifs identifiés à l'issue d'un travail de fiabilisation du répertoire fiscal. Parmi ces opérateurs, certains ont déclaré au fisc par le passé être en faillite. D'autres, par contre, ne déclarent que des pertes sur leur bilan consolidé, le système fiscal congolais étant déclaratif. Malgré ces déclarations, ils sont toujours en activité et réalisent des bénéfices astronomiques. Les 10 opérateurs sont invités à se présenter avant le 5 mai 2025 pour procéder à la régularisation de leur situation. Passé ces délais, des mesures prévues par la réglementation leur seront appliquées. Une régularisation qui va permettre au trésor public de récupérer une importante manne financière évaluée à plus de 2 milliards de dollars américains selon les experts fiscalistes. Voilà, messieurs, nous allons prendre l'avion de Kinshasa pour la page internationale. Une étape cruciale vient d'être franchie en Guinée. Le programme Simandou 2024 vient de rentrer dans sa dernière phase de validation de la documentation de travaux. L'entrée en production de ces projets miniers est attendue pour fin 2025. Rachel Misenga.
Les projets miniers Simandou 2040 tend à se concrétiser en Guinée. Le programme vient d'entrer dans sa troisième et dernière phase de validation de la documentation de travaux. Une étape cruciale pour la mise en œuvre du dit projet. 5 piliers majeurs composent les programmes Simandou 2040, à savoir l'agriculture, l'industrie alimentaire et les commerces, l'éducation et la culture, l'infrastructure, la technologie et les transports, l'économie, les finances et l'assurance, et enfin la santé et le bien-être. Sa réalisation nécessite des partenaires techniques et financiers, d'où l'intérêt pour la Guinée de rassurer sur sa solvabilité. Simandou, en tant que projet minier, le programme de développement doit être articulé autour d'autres instruments tels que la notation souveraine et le fonds souverain. Donc, c'est tout un ensemble d'instruments des conduites des politiques publiques qui permettra au pays d'atteindre une croissance économique à 2 chiffres et redistribuée au niveau de la population. Les massifs de Simandou contiendraient à lui seul 8 milliards de tonnes de minerais de fer à haute teneur. Si ces réserves font l'objet des discussions depuis 1997, les autorités des transitions au pouvoir depuis septembre 2022 en ont fait une vitrine pour promouvoir la transformation économique du pays avec de retombées annuelles estimées à au moins 600 millions de dollars. Son entrée en production est prévue pour fin 2025. Place à présent à la revue de presse avec la sélection et les commentaires de Rachel Misenga. Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Washington, Kinshasa et Kigali s'alignent, barre à la une EcoNews, sous médiation américaine. La RDC et le Rwanda ont scellé vendredi à Washington un accord de principe marquant un avancée potentiel vers la paix dans la région de Grand Lac. Pour le phare, Washington siffle la fin de la récréation. Il faut s'appeler l'oncle Sam pour obtenir de Kinshasa et de Kigali l'engagement ferme de faire taire les armes, de respecter leur souveraineté et leur intégrité territoriale respective, d'ouvrir une nouvelle page de coopération diplomatique et économique, de coexister pacifiquement dans la perspective de construire du bonheur de leur peuple et de mettre fin au cycle de guerre récurrentes. Pour Géopolis Hebdo, l'accord signé à Washington et facilité par les secrétaires d'État américains Marco Rubio ouvre la voie à un éventuel accord de paix entre les deux pays qui s'accusent depuis longtemps de soutenir les rebelles de l'autre. C'est peut-être le bout du tunnel dans la crise à l'est de la République démocratique du Congo, souligne de son côté la prospérité. Mais c'est la risque de se faire sans l'Union africaine. La résolution à la crise de l'Est congolais est verrouillée entre Doha et Washington. Même l'Europe n'y est pas associée. La Mouka, de son côté, accuse Tshisekedi de céder une partie de la souveraineté, rapporte Congo Nouveau. L'opposition craint une perte de la souveraineté économique du pays au profit du Rwanda et des Américains. Tepenge de la Mouka estime que Félix Tshisekedi est en train d'hypothéquer les richesses du pays au profit du Rwanda et des États-Unis uniquement pour survivre politiquement. Autre chose, alerté par l'IGF, les ministères des Finances dénoncent plus de 11 000 entreprises visées pour fraude fiscale. Certaines de ces sociétés, expliquent EcoNews, ont même opéré son numéro fiscal malgré des transactions bancaires substantielles. Face à ces constants accablants, les autorités donnent jusqu'au 5 mai 2025 aux contrevenants pour se régulariser sous peine de sanctions sévères. Terminons cette revue de presse avec cette info. Ces coups de filet fiscal renchérit le phare marque une étape cruciale dans la lutte contre l'évasion fiscale et le redressement de la gouvernance publique en RDC. Il témoigne de la volonté des autorités à restaurer la justice fiscale, renforcer la mobilisation des recettes et créer un environnement économique sain propice au développement durable. Mesdames et messieurs, bonsoir chef. Ce journal, madame, monsieur, voici le rappel de 3 principaux titres. La journée du 28 avril est célébrée comme journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Vous avez eu des détails dans cette
grande édition du journal télévisé sur votre chaîne. Et puis, alors que le conclave chargé de désigner le successeur du pape Putra le mercredi 7 mai prochain au Vatican, l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, figure parmi le possible successeur. A-t-il le chance de recueillir de voix? Vous avez eu certains éléments de réponse dans ces journaux. Et puis le programme Simondou 2024 en Guinée et entre dans sa dernière phase des validations. L'entrée en production est attendue pour fin 2025. Voilà, messieurs, c'est donc la fin totale de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. La plus grande puissance que l'homme peut avoir, c'est l'amour. Bonsoir chez vous. Ce journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.